Bonjour frère Fapliou. Bonjour. Tu es moine dans la tradition du village des Pruniers. Oui. Le village des Pruniers qui a été fondé par le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh. Tu as commencé à pratiquer la méditation en 1995, avant d'être ordonné moine en 2003, puis de recevoir l'ordination complète en 2006. Oui. Tu as aussi reçu la transmission des enseignements par Thich Nhat Hanh en 2010. Donc tu es aussi médecin, cardiologue, tu offres des retraites de santé au village des Pruniers, ainsi que dans d'autres lieux de pratique dans le monde. Donc j'ai découpé cet entretien en 4 parties: ton chemin de méditant, la pleine conscience, l'œuvre de Thich Nhat Hanh et aussi un lien entre la méditation et les sciences. Donc on va commencer par ton histoire. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie avant de devenir moine et comment tu en es arrivé à pratiquer la pleine conscience? Alors en fait, ma mère est catholique et donc j'ai eu plutôt une éducation catholique de mon enfance. Et puis quand j'étais étudiant, j'ai fréquenté aussi un groupe d'étudiants catholiques vietnamiens en France. J'allais de la messe de temps en temps. Mais ça ne permet pas d'aider dans mon calme intérieur. J'étais plutôt sujet facilement à l'anxiété, à me faire beaucoup de soucis pour rien. Et donc je voulais trouver quelque chose, une technique ou une pratique qui m'aide à trouver la paix intérieure et le calme dans le quotidien, quoi. Donc j'avais un oncle qui, après des problèmes familiaux de couple, il a connu la pratique du village des Pruniers. Donc il m'a inspiré par son attitude et son calme. C'est ce qui fait que par la force des choses, j'ai pu arriver à faire un stage de méditation au village des Pruniers en 1995. Et c'est là où ça m'a accroché. D'accord. Et justement, tu parlais de ton anxiété. Comment la pratique de la pleine conscience, elle t'a aidé justement à travailler là-dessus de manière concrète? De toute façon, la pratique de la pleine conscience à la mode du village des Pruniers est basée sur le souffle conscient. Donc, du moment qu'on porte notre attention sur notre souffle, notre esprit, notre mental ne vagabonde plus ou ne doit forcément revenir au corps. Donc, il ne fait pas il ne s'évade pas dans les imaginations inutiles. Et donc avec l'entraînement, ça aide à s'ancrer dans le présent. Donc dès le moment où on arrive à porter l'attention, à revenir au souffle conscient, ça permet tout de suite de ne pas être perdu dans les pensées récurrentes. Les habitudes. Voilà, donc les habitudes de pensée ou les enchaînements de pensée qui sont pas bénéfiques à notre paix intérieure. Et l'anxiété, est-ce qu'elle se manifeste toujours aujourd'hui dans ta vie ou elle a complètement disparu? Disons, globalement, elle ne se manifeste plus fréquemment, mais quand il peut y avoir un choc ou un événement assez fort, ça revient. Mais avec la pratique, ça repart plus vite, disons. Donc elle est en psychologie bouddhique, on raisonne en termes de graines et de semences. La graine d'anxiété est toujours là. Il suffit qu'un gros événement peut l'arroser fortement et elle se manifeste de nouveau. Et justement, tu parlais de graines d'anxiété et j'avais vu dans un de tes enseignements où tu expliquais qu'en fait, ce sont tes parents qui t'ont plus ou moins transmis cette graine de l'anxiété.
Oui, ça vient essentiellement de mon père, qui est de nature anxieuse aussi. Hein. Et donc, on sait que il n'y a pas que la génétique qui se transmet, mais il y a aussi l'énergie qui se transmet. Hein. Il y a des habitudes qui se transmettent. Et comme le corps et l'esprit sont liés, cette énergie peut se transmettre à travers la génétique aussi. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce même enseignement, tu disais que tu pratiquais du coup aussi pour ton papa. Que du coup, disons, ça c'est l'enseignement du Bouddha, ouais. Hein, l'enseignement bouddhiste qui dit que nous, de toute façon, quand on regarde d'où on vient, forcément, nous sommes la continuation de nos parents et nous avons nos parents, nos ancêtres dans nos cellules, dans nos gènes. Donc, ils sont toujours là, et même physiquement. Et même si mon père est décédé déjà, mais la moitié de moi est fait de mon père. Donc, si moi j'arrive dans le jargon, on dit transformer cette énergie d'anxiété, cette habitude d'anxiété, en même temps, je le fais pour mon père. D'accord. Et alors, on va revenir plus précisément sur la pratique de la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots et comment elle peut aider du coup les êtres humains aussi à évoluer? La pleine conscience, en fait, c'est de pouvoir être conscient, justement, être présent à ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre mental, et aussi à ce qui se passe autour de nous. Mais pour être conscient de ce qui se passe en nous, il faut être vraiment là, c'est-à-dire corps et esprit unifiés. Et pas le corps est assis ici, mais l'esprit il est ailleurs. Il est soit dans le passé, soit dans le futur, dans nos projets, dans nos... Hein? Et donc le fait, mais comment cultiver cette pleine conscience dans la façon du village des pruniers, c'est grâce au souffle conscient. Puisque le souffle, l'inspire et l'expire, fait partie de notre corps. Physiquement, quand on inspire, donc ça engage le corps. Et donc si on porte l'attention sur l'inspire, ça veut dire qu'on ramène l'esprit au corps. Et donc l'esprit n'est plus ne fait plus de vagabondage. Il revient, plus on est concentré pour revenir à la respiration, plus on est avec le corps. Et donc ce faisant, nous ramenons notre esprit, corps et esprit, unifiés, et nous sommes ancrés dans le présent, dans le moment présent. Et ce n'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi, dans mon corps et aussi dans mon esprit, qu'est-ce que j'ai comme émotion, qu'est-ce qui émerge en moi, et ainsi de suite, on est de plus en plus conscient de ce qui se passe en nous. On apprend à se connaître du coup aussi. Voilà, à connaître nos actions et nos réactions, surtout nos réactions, mais aussi nos actions. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de... nos paroles et nos pensées du moment. D'accord. Et du coup, toi, tu parlais de la graine de la souffrance, pour toi, c'est l'anxiété, mais du coup, on peut trouver pour chaque être humain, il y a différentes graines de souffrance. On parlait par exemple de psychologie bouddhique. Quelles sont les différentes graines de souffrance qu'on peut trouver, qu'on trouve de manière récurrente? De toute façon, souffrance en général, on va dire mal-être. Il y a dans la psychologie bouddhique, il y a 51 graines ou semences
qui sont dormantes dans notre conscience du tréfonds, on appelle ça, conscience assez profonde qu'on ne voit pas d'habitude. Mais il suffit que cette graine soit arrosée et elle se manifeste dans notre conscience mentale. Et c'est là que ça se voit. Donc il y a des graines qui sont bénéfiques comme la joie, la sérénité, la paix, la bienveillance. Il y a des graines qui sont non bénéfiques comme la colère, la haine, la peur, voilà, l'avidité. Et ces graines, ces graines non bénéfiques, quand elles se manifestent, on n'est pas bien dans notre corps et dans notre façon de se conduire. Hein. Des fois, on est sous l'emprise de la colère, on sait que c'est pas bien d'agir ou de réagir d'une telle façon, mais comme on n'a pas l'habitude de la gérer, cette manifestation-là, eh ben, on est emporté. Donc, la pleine conscience, d'abord, c'est de tout de suite reconnaître qu'est-ce qui est en train de surgir en moi, qu'est-ce qui est en train de monter en moi. Hein? Donc, la première étape de la pleine conscience, c'est la simple reconnaissance de ce qui se passe. Hein? Et la nommer. Ah, j'inspire, je sais que l'irritation commence à monter. Hein? Et j'expire, je souris à mon irritation. C'est-à-dire que j'accueille avec bienveillance. Et je ne me bats pas avec des graines non bénéfiques. Je ne sais pas les supprimer, mais de les reconnaître, les accueillir d'abord. Être ami. Et ce n'est qu'en étant ami qu'on peut l'aider. D'accord. Et tu parlais justement de conscience du tréfonds, qui correspond, je crois, à une partie profonde de nous-mêmes, qui est constituée du subconscient et de l'inconscient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie de nous-mêmes et comment la pleine conscience nous permet d'y accéder et voilà, est-ce que dans une perspective bouddhique, à quoi ça correspond Alors, cette conscience du tréfonds, elle est assez vaste, hein, et c'est une représentation. C'est pour mieux comprendre comment fonctionne notre mental. Hein. On utilise souvent l'image de la terre, du terreau, hein, qui contient toutes les graines. Hein. Donc la conscience du tréfonds, c'est comme le terreau, quand on fait du jardinage, hein, c'est la partie émergée. L'humus et la terre qui contiennent toutes les graines. Hein. Et puis, donc, le travail de la pleine conscience, c'est comme le travail du jardinier. C'est d'arroser, entretenir ce potager ou ce jardin-là. Et si on est assez habile, on est assez intelligent, on va seulement arroser les graines qui sont bénéfiques à notre paix. Hein? Donc ça s'appelle l'arrosage sélectif. Hein? Donc on crée des nutriments pour faire pousser des fleurs, des graines qui sont bénéfiques pour notre paix et notre bonheur. Hein? Et on évite d'arroser les graines qui ne sont pas bénéfiques à notre paix. Mais donc la pleine conscience, elle permet de donc travailler, c'est comme si elle retourne la terre, hein, et donc il y a dans la pleine une des pratiques de la pleine conscience qui est dans le chemin octuple, c'est la diligence juste. C'est-à-dire quand une graine bénéfique se manifeste, c'est déjà manifesté, c'est avec la pleine conscience, on la reconnaît, on essaie de l'entretenir, la maintenir le plus longtemps possible.
hein, pour qu'elle croisse. Hein. Et donc là, on l'aide à croître. Hein. Et quand elle ne s'est pas encore manifestée, elle est encore dormante, il faut savoir arroser pour qu'elle pousse. Okay? Ça, c'est la partie des graines bénéfiques. Et quant aux graines non bénéfiques, hein, quand elle s'est manifestée comme la colère, il faut savoir tout de suite, avec la pleine conscience, l'accueillir et la consoler, l'embrasser. Hein. C'est une question d'énergie. Hein. Il y a l'énergie de la colère, et puis en même temps, avec la respiration consciente, avec la marche consciente aussi, une des autres pratiques du village des pruniers, on va accueillir et embrasser la colère. Et puis, c'est comme un bébé, donc l'aider à revenir à l'état de graine. Et quand elle ne s'est pas manifestée, quand une graine ne s'est pas encore manifestée, il faut éviter de l'arroser. Donc, mais cet arrosage sélectif nécessite d'être conscient de qu'est-ce qu'on est en train d'arroser. Donc c'est ça la pratique, la pleine conscience. Tout d'abord, vous revenez à vous-même, pleinement vivant, pleinement présent, pour pouvoir entrer en contact direct avec l'orange. J'inspire. Je sais que l'orange est bien là. Alors si vous continuez, vous êtes concentré sur l'orange et vous commencez à voir que l'orange est quelque chose de formidable. C'est une merveille de la vie. L'oranger a mis beaucoup de mois pour pouvoir fabriquer cette orange-là. Le soleil, la pluie, le temps a passé par les fleurs d'orange et l'orange. Alors vous voyez que l'orange, pour vous, est maintenant une merveille. Et du coup, il s'agit aussi de se libérer. Et souvent, quand on parle de liberté, on a un peu cette image voilà, qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut dans le monde. Quelle liberté, du coup, il s'agit ici d'atteindre ou d'apprécier? La liberté dans la pratique spirituelle, c'est libre des afflictions, libre des mauvaises habitudes qui nous poursuivent sans cesse. Hein. C'est comme une habitude de s'attacher à nos idées ou une habitude de ne pas, que ce soit du point de vue matériel ou du point de vue spirituel. Hein. La vie monastique permet de lâcher les habitudes matérielles, le confort matériel, mais des fois il y a aussi le confort dans le domaine de l'esprit aussi. Hein. Et donc être libre, c'est de ne pas être pris par le confort ou par exemple si quelqu'un nous amène un confort affectif, hein, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut être dépendant. Donc il faut savoir c'est très subtil, des fois il faut savoir reconnaître tout ça. Et donc libre ici, c'est libre aussi, c'est pas d'être libre arbitre, c'est-à-dire savoir ce qui est bénéfique pour moi et pour les autres. Hein? C'est-à-dire ne pas créer de souffrance par mes actions, par mes paroles ou par mes pensées, la souffrance à moi-même et
ne pas créer de souffrance autour de moi. Et ça nécessite de cultiver la pleine conscience. À travers, nous avons la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience, par exemple. D'accord. Et donc, justement, tu parlais des autres. À une échelle collective, du coup, la pleine conscience peut aussi avoir un impact important. Comment penses-tu qu'elle répond, du coup, aussi aux souffrances collectives, comme la crise écologique ou par exemple, les fractures sociales? Par exemple, si on a l'habitude de manger la viande, par exemple, parce que bon, ça a du goût pour moi, mais d'abord, on n'est pas sûr que la viande, ok, c'est dépend du goût, mais est-ce que dans mon cas, est-ce que ça fait que du bien, hein? D'abord, donc ça, il faut regarder un peu plus profondément. Et puis quand on voit comment l'industrie de la viande peut polluer la planète, et à ce moment-là, on se rendra compte qu'on a aussi une forte empreinte écologique. Et donc le fait d'être conscient à chaque fois qu'on mange de la viande, qu'on peut contribuer au changement climatique, ben ça c'est déjà un éveil de la conscience. Oui. Mais on n'est pas obligé de changer de suite, mais le fait d'être conscient chaque fois qu'on prend une bouchée de viande et qu'on se pose la question, est-ce que je me fais du bien à moi et est-ce que je fais du bien à la planète? Donc ça c'est pour l'écologie. Donc c'est là une consommation juste. Donc dans le 5e entraînement, la pleine conscience du village prunier, on a cet enseignement sur la consommation juste. Et à propos des... justement, c'était la seconde question. Est-ce que tu penses que la pleine conscience peut aider aussi les êtres humains à mieux vivre ensemble? Dans un enseignement en 2007, tu dis par exemple que le président Macron devrait plutôt transformer que réformer. 2017, je crois. Oui, 2017. Disons, c'est pas que ça ne concerne pas que les politiques, hein, mais l'éveil à la conscience, ça concerne tout le monde. Je dirais même les gilets jaunes. Hein, parce que, bien sûr, on peut avoir tout le confort, tout le pouvoir, comment on appelle ça, le pouvoir de la consommation? Oui, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. On peut avoir le pouvoir d'achat le plus haut possible, mais si on ne sera jamais satisfait, en fait. Hein? Pourquoi il y a des peuples qui ont très peu de pouvoir d'achat, mais qui peuvent vivre quand même en paix et assez heureux. Quand je voyage en Inde ou au Vietnam, il y a quand même des endroits où les gens ont comparativement beaucoup moins de pouvoir d'achat qu'un Français moyen. Mais ils arrivent quand même à avoir une certaine joie de vivre. Donc, bien sûr, je ne dis pas que la revendication de la fracture sociale n'existe pas. Mais en même temps, ce serait bien aussi de penser à l'autre versant, de cultiver cet éveil propre de soi, hein, cet éveil à la conscience propre à soi, pour justement vivre en harmonie et avoir un dialogue plus apaisé entre chaque disons, couche de la société, je dirais. Hein, et de trouver des moyens
non violent pour communiquer, et, pour échanger et pour s'entraider en fait. Justement, plus je pratique justement la méditation et la pleine conscience, plus je vois par exemple les êtres humains pour ce qu'ils sont. Avant, je me disais, je faisais des catégories un peu, je me disais des êtres humains, et effectivement, plus on pratique, plus on se rend compte que finalement on est tous des êtres humains. Ça paraît un peu idiot comme ça, mais on est tous en fait... Oui, c'est la pratique de la non-apparence ou la non-forme. Hein? Si on voit on regarde plus profondément dans chacun, on voit que nous sommes des humains, des êtres humains qui connaissent la souffrance. Et donc, si on arrive à voir ça et qu'on arrive à arroser notre graine de compassion, et à ce moment-là, et si on regarde profondément, on essaie de mieux comprendre la situation de l'autre personne, de mieux comprendre comment elle réagit, comment elle agit et comment elle réagit. Et dans l'enseignement du village des pruniers, on dit que c'est seulement en comprenant. Comprendre, c'est pour mieux aimer. Hein? Et en fait, je pense que les politiques ou quand on comprend le peuple, quand on comprend, ou un chef d'entreprise, quand il comprend ses employés, et à ce moment-là, il peut mieux savoir ce qu'il faut faire pour que ses employés ou que la population puisse trouver plus de joie et de bonheur dans leur vie. D'accord. Et c'est pas seulement la croissance en PIB ou la richesse d'une entreprise. Elle est aussi la richesse, ici c'est la richesse genre bonheur national brut, par exemple. On va passer du coup à une troisième partie. On va parler ici du maître vietnamien Thich Nhat Hanh. Alors on a souvent l'image, quand on pense à un moine, on pense souvent à quelqu'un qui vit dans sa bulle, dans son monastère. Et Thich Nhat Hanh, il a vécu une vie radicalement opposée, je trouve, à ce type de stéréotype, puisqu'il était engagé dans de nombreuses causes. Est-ce que tu peux nous présenter les différents engagements de Thich Nhat Hanh et en quoi ces engagements ils étaient en lien avec sa pratique de la pleine conscience? Disons, notre maître Nhat Hanh est né en 1926 et donc il a connu la guerre de décolonisation du Vietnam avec la France, hein, et ensuite il a connu donc, la guerre de 1955 à 1975, les 20 ans de guerre au Vietnam, entre le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord, soutenu par les deux blocs soviétiques et américains. Donc il a été forgé dans ces deux guerres-là, et il a voulu... il ne veut pas se mettre dans aucun côté, hein, parce que la voie du Bouddha, c'est la voie de la non-violence. Et donc, il a voulu trouver une troisième voie, ni communiste, ni capitaliste, mais la voie de la paix, de la réconciliation. Et il voulait donc réformer la pratique bouddhique au Vietnam. Mais d'abord de par la guerre et de par ses maîtres supérieurs hiérarchiques dans l'association bouddhiste vietnamienne à cette époque-là,
c'était difficile de faire des réformes comme partout. Hein. Et comme aussi il voulait faire appel à cette voie de la paix. Aucun des deux parties belligérantes n'a voulu accepter. Et la guerre faisait rage. Et à ce moment-là, vous pouvez pas être au milieu entre deux lignes de démarcation. Oui, entre deux feux, quoi. Ouais. Hein? Vous devez choisir votre camp. Notre maître, il n'a pas voulu choisir le camp. Et donc, il était, comme on dit, mal vu de chaque côté, que ce soit du côté du Vietnam du Nord, comme le côté du Vietnam du Sud. Et donc, sa vie pouvait être en danger, hein, surtout qu'il a créé une école de la jeunesse au service social pour aller dans les ruralités, dans la campagne, pour aider à l'éducation, à la santé, à l'économie des paysans du Sud-Vietnam à cette époque. Et donc on le soupçonnait de communisme. Et les communistes, ils voyaient que on gagne de l'influence sur leur possible... on fait concurrence avec leur influence sur ces paysans-là. Et donc on a assassiné les élèves de Thái, de cette école-là. Et donc à un moment, aussi l'église, enfin l'association bouddhiste vietnamienne demandait à notre maître d'aller aux États-Unis, aller à l'étranger, pour faire porter cette voix du peuple qui veut que la paix, mais pas la voix des gouvernements ou des militaires. Et donc, dans les années 60, début des années 60, il est parti aux États-Unis, faire des conférences, rencontrer des personnalités pour militer pour cette voie. La troisième voie, c'est la voie de la paix. Et donc, ça faisait partie du mouvement, comment on appelle ça, ce mouvement anti-guerre, là, enfin, il y a un nom que j'ai oublié. Aux États-Unis et puis partout en Europe aussi. Mais ce faisant, il n'a plus été accepté pour revenir au pays. Et donc, il a été exilé. Et il a donc choisi la France parce qu'il a une culture française et que les États-Unis à ce moment-là étaient toujours en guerre. Donc, il ne pouvait pas rester aux États-Unis. Mais bref, notre maître, depuis toujours, voudrait développer et transformer, réformer la pratique bouddhiste traditionnelle en un bouddhisme, on appelle engagé. C'est-à-dire qu'on amène la pratique dans chaque secteur de la société et que ce soit disponible pour tout un chacun dans sa vie quotidienne. Et ce n'est pas seulement quand on vient au monastère et on fait la méditation assise que c'est la pratique. Mais la pratique, elle doit être d'abord dans votre vie familiale et votre vie professionnelle. C'est pour ça qu'on a expérimenté des retraites pour des congressmen, des députés du Congrès aux États-Unis. On a fait des retraites pour les policiers aux États-Unis. Et on fait des retraites pour les businessmen, pour les chefs d'entreprise, pour le milieu de l'entreprise, et puis pour les thérapeutes, tout ça. Donc, amener la pratique de la pleine conscience
à toutes les couches, différents acteurs de la société. Et il a été pionnier dans ce sens-là. Maintenant, la pleine conscience, elle est partout. Nous ne sommes pas éduqués à l'école pour pouvoir reconnaître la violence, la souffrance en nous, afin de pouvoir les embrasser et les transformer. Et les hommes politiques aussi, ils ne sont pas entraînés pour faire cela. Ils ne savent pas comment reconnaître leur souffrance, la violence en eux, leur détresse. Alors quand ils agissent comme hommes ou femmes politiques, ces gens-là peuvent faire beaucoup de fautes. Alors nous sommes entraînés avec eux dans les guerres. Il faut vraiment une dimension spirituelle à la vie politique et sociale. Il était aussi ouvert du coup à d'autres traditions, notamment le christianisme, puisqu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Living Buddha, Living Christ. Quel était son regard sur le christianisme et comment il a aidé des chrétiens à approfondir leur tradition? Et est-ce qu'il y a des chrétiens qui viennent aussi pratiquer au village des pruniers? De toute façon, les livres de notre maître sur le christianisme, comme Bouddha vivant, Christ vivant, ou Bouddha et Jésus sont les frères, sont des tentatives de dialogue avec l'Église chrétienne. De toute façon, dans le bouddhisme, on ne cherche pas à convertir les gens au bouddhisme, c'est plutôt la méditation, elle est ouverte à tout le monde. La méditation bouddhiste est ouverte à tout le monde peut la faire sans étiquette religieuse. Notre but, c'est que chacun puisse y trouver la réponse à ce qu'il cherche dans sa vie, et puis aussi à trouver une certaine harmonie en lui-même et dans sa famille et autour de lui. Et la majorité des pratiquants qui viennent au village prunier sont d'origine judéo-chrétienne. Et justement, la pratique de la méditation le permet de se réconcilier avec la religion d'origine. Et dans toutes les religions, il y a des pratiques méditatives déjà qui existent depuis longtemps. L'oraison, par exemple. Comment? L'oraison. Oui, où il y a des pères du désert, ou Saint François d'Assise, ils ont toujours des temps de méditation. Mais dans la pratique séculaire, comme des prêtres séculiers, on a un peu oublié ça. On a gardé que la partie rituelle des messes, mais dans les monastères chrétiens, on a toujours cette tradition de la méditation. Et donc, justement, comme la pratique du village prunier permet de se réconcilier avec ses ancêtres, donc ça permet aussi de se réconcilier avec sa religion d'origine. D'accord. Et justement, tu parlais du village des pruniers. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qu'est le village des pruniers? Comment le lieu est-il structuré? Est-ce que c'est un monastère? Comment c'est? Donc, oui, le village prunier a été fondé en 82 par notre maître. Au départ, c'était un centre plutôt culturel pour les Vietnamiens, la diaspora, qui puissent se retrouver et retrouver leurs racines culturelles et spirituelles. Mais petit à petit, cette pratique-là a beaucoup intéressé nos amis occidentaux. Et donc maintenant, 90% de nos pratiquants, voire 95%, sont non vietnamiens. Et c'est plutôt un centre de pratique, de méditation de pleine conscience,
Mais en même temps, c'est un monastère puisque il y a toujours une communauté monastique qui vit en permanence là et qui font de la méditation le quotidien. Donc c'est ça le noyau qui accueille nos pratiquants. D'accord. Et comment se passe la vie en collectivité au village des Pruniers? C'est-à-dire il y a une structure dans l'emploi du temps c'est une vie communautaire de méditation et aussi de service. Donc on a un emploi du temps comme n'importe quel monastère, que ce soit le chrétien ou autre. On a des temps de méditation et puis mais on apporte la méditation dans notre vie quotidienne aussi. Et puis il y a des temps de pratique communautaire pour développer cette fraternité parmi les frères. Et ça, je l'ai trouvé aussi chez les frères franciscains, par exemple, où Saint François d'Assise a beaucoup insisté sur cette notion de fraternité. Et donc, notre maître, les traditions de village Chevigné, on insiste beaucoup sur cette vie en communauté monastique qui nous aide à avancer sur notre chemin. On fait toujours, prend toujours l'image de la communauté ou la sangha comme une rivière ou un fleuve, et chacun d'entre nous est une goutte d'eau. Donc c'est en allant ensemble que la rivière va nous mener à la mer. Mais si on avance individuellement comme goutte d'eau, on risque de s'évaporer en cours de route. Donc la pratique communautaire nous permet aussi de nous jauger comment est notre pratique. Parce que c'est en communauté où nous sommes une petite société, il y a des interactions, il y a des frictions. Et c'est comme ça qu'on voit si on a transformé notre colère, on a transformé notre irritation ou non. Il y a les côtés très, très aidants de la communauté qui nous aident, puisque quand on fait en collectif, c'est plus facile. Et puis on bénéficie de cette énergie collective qui aide justement à transformer en profondeur notre conscience du tréfonds aussi. Parce qu'en psychologie bouddhique, on ne parle pas seulement d'une conscience individuelle, mais on parle de conscience collective aussi. Et tous les deux s'interpénètrent. Et donc il faut savoir faire bon usage de cette énergie collective qui nous imprègne sans qu'on le sache, sans qu'on s'en aperçoive. Mais le fait de vivre en communauté, une communauté de pratique, monastique, qui vivent 24 heures sur 24, ça va nous aider à transformer cette conscience du tréfonds aussi. D'accord. On va passer dans notre dernière partie. Alors, donc, le lien entre méditation et science. Donc aujourd'hui, on observe un rapprochement entre le bouddhisme et les neurosciences ces dernières années, avec plusieurs recherches qui prouvent notamment l'impact de la méditation sur le cerveau et la santé du corps. Donc tu es médecin. Quel est ton regard sur ce croisement entre la méditation et les neurosciences? De toute façon, ce n'est que la confirmation de l'intuition du Bouddha et des pratiquants bouddhistes. Et si ça aide à plus de gens à venir à la méditation, surtout les personnes qui sont très cartésiens, tant mieux.
Oui, pour moi, je ne peux que approuver et que féliciter les neurosciences qui arrivent à démontrer les effets bénéfiques de la méditation sur notre cerveau. Mais disons qu'il ne faut pas en faire, le piège, c'est de ne pas en faire seulement une technique pour améliorer les performances du cerveau, mais oublier la partie parce que la pleine conscience, et notre maître insiste dessus, notre maître Thich Nhat Hanh insiste dessus, elle fait partie du chemin octuple, la pleine conscience. C'est-à-dire, il y a la pleine conscience, il y a la concentration, il y a la pleine conscience, il y a la compréhension ou la sagesse, il y a le moyen d'existence de vie juste, il y a la diligence juste, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a l'action juste, la parole juste. Donc c'est tout un ensemble qu'on applique dans notre vie quotidienne. Un maître ou un professeur de pleine conscience qui peut très bien enseigner de manière très éloquente la pleine conscience, mais s'il rentre à la maison et qu'il n'a pas l'harmonie à la maison et qui n'arrive pas à gérer sa colère, il y a un problème. Une dissonance. Voilà, il y a un paradoxe. Et donc, quand on parle de pleine conscience, c'est toujours la preuve dans notre vie de tous les jours d'abord. Et ça se jauge par notre paix intérieure, notre harmonie intérieure et notre harmonie avec les autres. Donc c'est toujours l'étoile polaire de notre pratique. Et c'est toujours un rappel pour moi et pour mes frères de savoir cultiver cette fraternité et cette harmonie communautaire avant tout. Des fois on oublie parce qu'on est pris par le travail ou par nos préoccupations et on peut l'oublier. Et justement, heureusement, la vie en communauté nous permet de faire le retour des réflexions parce qu'on a des pratiques communautaires qui nous aident à éclairer un peu sur notre pratique. Et ça, c'est très appréciable. D'accord. Moi, personnellement, je suis très reconnaissant, beaucoup de gratitude pour mes frères. Des fois, j'oublie. J'étais pris dans les occupations et j'oublie cette partie de s'occuper de la relation avec mes frères, par exemple. Et ils me rappellent. Et ça, c'est très important. On peut donner un très bon enseignement au public, mais si dans notre communauté, on n'est pas en harmonie, il y a un problème. Donc, c'est ça le message de notre maître, c'est la pleine conscience. Elle est maintenant partout dans la société, actuellement, c'est un peu la mode. Il ne faut pas oublier qu'elle fait partie d'un enseignement général, d'une pratique générale. Si on pratique la pleine conscience, mais on est toujours en compétition ou encore dans la oui, dans la recherche du pouvoir subtil des fois en dessous, il faut revoir. Et le Bouddha justement se présente aussi comme un thérapeute, un médecin de l'âme. Est-ce que toi, vu que tu es médecin, tu as retrouvé dans la médecine traditionnelle des éléments bouddhiques et inversement? Dans la médecine traditionnelle? Dans la médecine
ou dans le bouddhisme, est-ce que tu vois il y a des choses qui résonnent dans ces De toute façon, les médecines traditionnelles, ils sont plus holistiques que la médecine conventionnelle, qui a tendance à compartimenter notre corps, et surtout séparer le corps et l'esprit. Hein? Et donc, les médecines traditionnelles qui sont holistiques, bien sûr, sont plus proches du point de vue bouddhiste, entre corps et âme, ou corps et esprit, ne font qu'un. Hein? Voilà. D'accord. Une dernière question, du coup, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se font actuellement autour de la conscience. Il y a certains chercheurs, par exemple, qui essaient de montrer que la conscience humaine serait localisable dans le cerveau. Quel est ton regard là-dessus, sur ces recherches contemporaines, par exemple l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là? Disons que l'enseignement du Bouddha est assez global à travers la pratique de l'enseignement du non-soi et de l'inter-être, l'interdépendance, l'inter-être. Hein? Donc, quand la conscience se manifeste, il y a bien sûr, ça nécessite le cerveau, hein? Ça nécessite des neurones, mais ça nécessite aussi peut-être tout le corps, et ça nécessite aussi l'objet de la conscience. Hein? Donc, dans la psychologie bouddhique, on dit que le sujet de la conscience et l'objet de la conscience se manifestent en même temps. Et donc, on ne peut pas... Et la science commence à s'en apercevoir. Quand on fait une expérience, l'observateur et l'expérience fait partie d'un processus global. Donc, si les chercheurs, les hommes de science sont conscients de cela et peuvent pratiquer cette méditation, ils auront une vue plus globale, et je pense que ça les aiderait. Alors que si on part d'un principe premier que la conscience est localisée que dans le cerveau, par exemple, là on risque d'être d'être trop local et ne pas avoir l'image générale. Et on risque de perdre beaucoup de temps. D'accord. Célia, je ne sais pas si tu as des questions particulières à poser. Je voulais vous demander comment percevez-vous la situation du monde aujourd'hui et concevez-vous la possibilité d'une fin de l'humanité? Ça, notre maître en a pas mal parlé avant qu'il soit malade. Disons que le monde aujourd'hui, bien sûr, tout le monde sait que il y a beaucoup de troubles, hein, et il y a la connexion Internet, il y a les médias sociaux, la connexion très rapide, 4G, 5G, mais même les gens de Google ou de Facebook, ils se demandent ou de Apple, s'ils ont bien fait d'avoir inventé tous ces gadgets, puisque finalement, ça ne rapproche pas les hommes plus, ça n'aide pas plus à la communication dans la famille, entre parents et enfants, puisque chacun est sur son écran. Et donc, ça aliène de plus en plus des gens. Puisque quand vous êtes face à l'écran, votre esprit n'est plus avec votre corps. Hein? Et c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est... c'est dommage, surtout pour la jeune génération,
déjà la petite enfance, ils commencent à être sur les tablettes, et comme ça. Donc ça n'aide pas. Hein. Et bon, ça c'est une question d'Internet, mais aussi les jeux, hein, les jeux électroniques, les jeux en ligne, tout ça. Donc, le monde va toujours vers cette croissance qu'on croit infinie. Hein, ça, bon, heureusement, hein, il y a quand même des courants qui sont conscients et qui commencent à... il y a quand même, il faut voir les côtés positifs, c'est-à-dire qu'il y a des associations, il y a des efforts dans ce sens-là, dans le sens de protection de la planète, et les jeunes aussi, ils commencent à manifester pour la planète. Donc, ne restons pas sur ce tableau noir, mais regardons les choses positives. Hein. Et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pleine conscience. Donc ça, c'est un côté positif. Hein. Et donc, mais le plus important, c'est comment un militant écologique pourrait militer, mais dans la non-violence, dans la bienveillance. C'est ça le plus important. C'est quand il milite, il ne faut pas qu'il milite par colère ou par désespoir. Hein? Et ça, j'admire beaucoup la voix de Gandhi, par exemple. Hein? C'est la lutte, mais la non-violence. Hein? La lutte non-violente. Donc, c'est très important que ceux qui sont éveillés à cette conscience pour la planète cultivent eux-mêmes la pratique de la pleine conscience, mais aussi en formant des groupes ou des communautés de pratique. Notre maître a dit que il a l'intuition que le Bouddha du XXIe siècle ne sera pas individuel. Il n'y aura pas un Bouddha qui va apparaître, mais il sera fait d'une communauté de Bouddha. Et chacun d'entre nous a cette capacité de s'éveiller. Hein? S'éveiller à la souffrance en nous et s'éveiller à la souffrance de la planète. Et donc, c'est la solution, c'est d'abord la pratique pour éveiller cette souffrance, éveiller cette conscience, mais en communauté. Et c'est seulement avec cette compréhension et cette compassion qu'on arrivera peut-être à faire changer les choses. Et notre maître a dit que même si on n'arrive pas à changer, mais on aura quand même la paix, c'est le plus important. Hein? Et parce qu'il dit que puisque l'enseignement bouddhiste dit que tout est impermanent, peut-être l'humanité est aussi impermanente. Donc il n'y a pas de raison que l'humanité soit permanente, soit quelque chose de permanent, puisque l'impermanence est un des piliers de l'enseignement bouddhique. Donc si on accepte que l'humanité est impermanente, ça peut nous aider aussi à avoir plus de paix. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera inactif. Hein? Mais on militera ou on agira avec de la paix intérieure. Et c'est ça la base du militant conscient. Par exemple, pour tous les jeunes qui sont conscients de la souffrance du monde, de la planète, etc., quelle action conseillez-vous pour ces jeunes pour faire face aux enjeux climatiques? D'abord, justement, c'est pour ça que notre maître a poussé à la formation du mouvement Wake Up pour les jeunes. Hein? C'est-à-dire que les jeunes peuvent se retrouver déjà pour pratiquer ensemble, hein, pour cultiver cette
ce vivre ensemble, cette fraternité. Et puis ensemble, trouverons des moyens pour faire avancer les choses. Mais toujours de manière bienveillante et pacifique, non violente. Voilà, donc là, on revient toujours, c'est d'abord conforter notre pratique solide, notre paix intérieure, notre harmonie intérieure, et avec ça, s'appuyer sur le collectif, une communauté. Et ce n'est qu'en communauté qu'on arrive à nager contre-courant, qu'on arrive à diffuser notre manière de vivre, notre message, de manière cohérente pour faire tache d'huile. Mais si on admet que l'impermanence, c'est la loi de tout, pourquoi on irait à contre-courant alors? Parce que, c'est-à-dire que on est conscient de l'impermanent, mais aussi on est conscient de la souffrance. Donc on fera tout pour soulager la souffrance. Donc c'est notre compassion qui va nous pousser à l'action. Et oui, disons, il y a des gens qui comprennent mal le message du Bouddha et ils pensent que bon, si ça ne sert à rien, ça ne change rien. Non, on peut toujours aider à soulager la souffrance en soi et chez les autres. Mais on ne cherche pas, il y a la pratique qu'on appelle la pratique de non-poursuite. On ne vise pas forcément le résultat, l'obtention du résultat. On fait de notre mieux, mais il faut savoir lâcher prise. Donc lâcher prise ici, c'est lâcher prise l'idée de peut-être que l'humanité est permanente et que voyez, que on arrivera à sauver la planète. On fait de notre mieux. Avec de la manière la plus douce et la plus bienveillante possible, non violente, et ce qui adviendra, ça, parce que pour qu'une chose se manifeste, que ce soit la fin du monde, il y a beaucoup de facteurs. C'est toujours des conditions, une somme de conditions favorables ou défavorables pour qu'une chose se manifeste. Pour que toi tu te trouves ici et moi je me trouve là, il faut qu'une multitude, quand on regarde, il y a une multitude de facteurs. Donc, la fin du monde aussi, il y a une multitude de facteurs. Mais nous, on agit sur peut-être un des facteurs. Mais on ne sait pas quels sont les autres facteurs. C'est infini. On n'arrive pas à contrôler tout. Donc c'est pour ça qu'il faut agir, mais dans l'esprit du lâcher-prise, de non-poursuite, de l'obtention d'un résultat, parce que c'est le fait qu'on est attaché à un résultat. Ça crée beaucoup de stress et de tension. Alors qu'on peut le faire de manière plus paisible. Et ça, c'est pas seulement pour cette cause-là, mais dans notre vie tous les jours. Et moi, j'en apprends tous les jours. Et il faut que je me rappelle tous les jours, souvent ça. Parce que bon, on est humain, on a aussi des idées et qu'il faut qu'on arrive à certains résultats. Mais c'est parce qu'on est éveillé qu'à temps partiel, on n'est que Bouddha à temps partiel, on n'est pas Bouddha. Mais c'est un entraînement de toute une vie. Et on peut retomber dans l'oubli, et après on remonte. Mais c'est grâce à la communauté qui fait qu'on ne tombe pas trop profond, trop loin. On a toujours un exemple
Oui, on a aussi des amis de pratique qui nous rappellent, qui nous soutiennent. Donc c'est pour ça que la devise du village du Prunier, c'est aller en Sangha comme une rivière. Aller ensemble, pratiquer ensemble, une rivière. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, avec plaisir.